Et salut à tous, et oui, ça faisait longtemps je trouve qu'on n'avait pas fait une petite vidéo anecdote, enfin anecdote avec vos anecdotes à vous, et donc une fois n'est pas coutume, ça va être l'occasion aujourd'hui, avant l'arrivée des fêtes, de faire une petite vidéo suite à cette fameuse série que vous appréciez tant. Alors juste avant de commencer, deux choses, à savoir la première, que si vous voulez raconter une de vos anecdotes pour qu'elle soit piochée au sort justement dans une de ces vidéos, ça se passe directement sur le Discord, il y a une zone qui est dédiée à ça s'appelle vos anecdotes, vous mettez votre anecdote ici et peut-être je pourrais en parler dans une vidéo. Et la deuxième chose qui découle inéluctablement de la première, j'ai quand même pas mal d'anecdotes quand même qui sont là. Je ne pourrais bien évidemment pas toutes les traiter, mais ne prenez pas la mouche donc si j'aurais pas forcément le temps de traiter ça. Bref, maintenant que tout ça c'est dit, c'est parti pour lire un peu vos petites anecdotes croustillantes que vous m'avez fait part sur le Discord. Alors la première anecdote du coup c'est Iris. Perso, j'avais une fois 2 joueurs. Ah ça c'est pas mal ça, honnêtement 2 joueurs, ça c'est une bonne chose, on a déjà eu, c'est trop bien, le rythme va super vite. Jour dans l'histoire quand même. Un voleur immoral et une prêtresse d'une grande bonté, les opposés. Un duo très drôle, j'imagine, oui. À un moment où ils étaient recherchés, un simple PNJ messager les a reconnus. Pour empêcher qu'ils donnent alerte, mon voleur a blessé sauvagement mon PNJ. Mais ma prêtresse n'était pas d'accord, sachant qu'ils pouvaient demander leur chemin au PNJ, car ils étaient perdus dans une forêt. Donc elle le soigne, le messager n'est pas très compréhensif, le voleur perd patience, le tue, ma prêtresse le ressuscite, essaye de l'interroger, le voleur le retue, ainsi de suite. Les deux se sont disputé la vie de mon pauvre PNJ. J'ai dû faire débarquer la garde pour qu'il se décide de le laisser tranquille. Bordel, je me suis senti très las en tant que MJ. Déjà, faire débarquer la garde en pleine forêt, tu sais, genre, bonjour, nous sommes en plein milieu des bois et on passe par hasard par là. Alors, je sais pas le système qui est employé, mais tous les JDR, vous savez, très classiques, fantastiques, un peu Medfan-like, un peu vraiment classique. Ils ont un peu souvent des trucs comme ça, de sorts de résurrection. Et ça, je trouve que c'est très propre, en fait, aux jeux vidéo type PVE. Et c'est ce que je reproche un peu, par exemple, à des jeux comme, notamment Donjons et Dragons. Bon, alors, je sais pas s'il y a un sort de résurrection dedans, mais ça m'a l'air d'être le style de système. Et donc, du coup, il y a ce genre de truc avec, par exemple, un sort de résurrection où c'est un peu bizarre. Tu sais, ça dédramatise des scènes. Par exemple, là, ça dédramatise la mort et les conséquences qui vont derrière. Bon, tu tues quelqu'un, c'est pas grave, on peut le ressusciter, tu vois. Du coup, c'est un peu dommage. Et surtout, ça peut bloquer la situation dans quelque chose de lunaire de ce style. Plutôt que, tu vois, le roleplay aurait été plus intéressant si tu n'avais pas été dans un système de jeu qui permettrait des trucs de résurrection. Tu vois, peut-être là, dans la même situation, mais avec un système différent, il y aurait eu une grande discussion où ils auraient dit, mais non, il faut pas faire comme ça, etc. Tu vois, il y aurait eu du roleplay. Donc, ce soit toi de gérer, en fait, un truc où, tu vois, il y a résurrection, mort, etc. Et ça aurait été peut-être plus intéressant. Mais là, encore une fois, c'est aucunement ta faute, hein. C'est juste simplement, je pense, le système permet ça. Et du coup, ça peut donner un peu des biais, des épisodes un peu tristes comme ça. Triste, le mot est un peu gros, hein, mais bon, en tout cas, ça a quand même le mérite d'être rigolo. Mais c'est vrai que c'est un peu lunaire, on va pas se le cacher. Mais bon, voilà, donc en gros, c'est propre aux différents systèmes. Et donc, tu n'y es pour rien. Ne t'en fais pas, ma petite Iris. Prochaine anecdote, c'est parti. Alors, une prochaine anecdote de Kira12244. Je fais ce dimanche une nouvelle campagne, ma 5e, sur un scénario que je connais comme ma poche. Ah oui, j'imagine, si c'est ta 5e. Ils sont 4 et j'ai des joueurs super. Déjà, ils sont à l'heure et surtout, ils sont super soudés. Ça, c'est bien, les joueurs à l'heure, on va se le cacher, c'est pas mal du tout. Ils sont parfaits. Voilà, ne cherche plus. La partie commence et pour se faire un peu d'argent et de l'XP, ils décident de commencer une quête secondaire que j'avais prévue à l'avance. La quête leur fait faire un combat dans un camp de hobgoblins et sur les 4 tirs de flèche de l'arbalétrier et les 5 magies de glace de la mage, seules 2 flèches et 2 sorts sont arrivés à destination. Le reste est arrivé dans le dos du tank qui a réussi à esquiver le coup donné par les gobelins. Le chaman resté en retrait a fait 2 réussites critiques de suite et tous ces jets ont réussi avec des super soins. J'avais beau scénariser la scène à fond, c'était le combat le plus long que j'ai jamais fait et celui avec le plus de friendly shot. Alors oui, ça c'est vrai que ça m'est arrivé une fois aussi pareil, un truc lunaire quoi. Mais alors là où par exemple moi ça a différé, c'était que même les ennemis, ils faisaient n'importe quoi. Enfin les jets étaient pourris avec des échecs critiques dans tous les sens et tout. Et ça c'est vrai que c'est toujours très compliqué à gérer. Une des manières un peu de contrer ce truc là, c'est de dériver un peu, encore une fois, hein, je vais vous parler du système de jeu, mais c'est de sortir un peu des systèmes de jeu, vous savez, où on peut trop facilement retomber sur des extrêmes statistiques, notamment Donjons et Dragons, c'est-à-dire que Donjons et Dragons, dites-vous que si vous jetez un des 20, vous avez une chance sur 20 de réussir
avec grand éclat et une chance sur 20 de vous foirer misérablement en fait. Et c'est vrai qu'il y a des systèmes de jeu où statistiquement, on va dire, c'est un peu mieux réparti et les extrêmes sont un petit peu plus, on va dire, écartés, mais ils sont quand même présents pour permettre de donner un peu de piment à des moments comme ça, mais ils sont un peu moins là et du coup, ça permet d'éviter ces genres de moments un peu bizarres où la chance n'est pas du tout présente et du coup, la scène n'avance littéralement pas. Une autre tactique que j'exploite aussi pour essayer de contrer un peu ce truc-là, j'en ai fait conseil dans une vidéo justement sur comment enrichir vos combats, c'est de transformer les échecs en opportunités derrière, que ce soit vis-à-vis, on va dire, de l'interaction au niveau du groupe, ou alors tout simplement que ça va engendrer quelque chose. Par exemple, quelqu'un rate sa boule de feu ou un truc comme ça, tu vois, tu peux dire que ça va taper un pilier en ruine derrière, ça va s'effondrer, pas forcément sur les gobelins, mais tu vois, ça va transformer un peu le champ de bataille, ça peut créer des nouvelles opportunités. Bref, généralement, j'essaie toujours un peu de donner comme ça pour que, tu vois, ça bouge et que la scène soit pas figée, et que du coup, on puisse se dire, bon, voilà, on peut peut-être essayer d'aller choper une autre opportunité, mais en même temps, si aussi la chance, c'est-à-dire si les dés ne sont pas du tout avec les PJ, c'est vrai que des fois, c'est un peu difficile de s'en sortir et de pouvoir faire quelque chose, surtout quand t'es MJ et que tu fais des jets de visuel comme ça, tu fais bon, alors ça va être compliqué. Mais c'est vrai qu'aussi, ça peut être très frustrant pour les joueurs, tu vois, parce que c'est encore une fois quelque chose qui contrôle pas complètement, tu vois, le truc les jets de dés, ça peut juste se révéler très frustrant. Alors il y en a qui sont très contents des systèmes qui sont très frustrants. Moi je trouve ça très dommage parce qu'en fait c'est pas quelque chose que le joueur contrôle, c'est-à-dire c'est de la statistique, c'est de la chance, c'est des mathématiques, c'est de l'aléatoire. Et je pense qu'il n'y a rien de plus frustrant que de tout simplement passer une mauvaise soirée ou tout simplement ne pas pouvoir s'amuser au minimum comme tu l'entendrais, tout simplement parce que l'aléatoire a décidé que non. Voilà, donc encore une fois, je pense que ce n'était pas du tout ta faute. Mais peut-être une faute un peu du système de jeu. Je vais toquer Donjons et Dragons. non mais prenez pas la mouche les fans de Donjons et Dragons. Mais vous voyez ce que je veux dire. C'est les systèmes un peu volatiles, je sais plus comment on dit, et qui sont un peu trop tout ou rien. Vous voyez ce que je veux dire. Bisous à vous quand même les fans de Donjons et Dragons. Je ne vous déteste pas, ne vous en faites pas. Même si je taille votre jeu préféré de temps en temps comme ça. Bon, prochaine anecdote, c'est parti. Alors la suite, une anecdote de Griffus. Cela fait maintenant plus d'1 an que je fais du JDR avec un groupe de joueurs. À l'époque de la première campagne, j'avais fait une assez longue introduction les laissant vagabonder dans les contrées interdites, c'est du Forbidden Lands, lors d'une de leurs explorations. Un Odin, il libère une créature magique qui commence à semer le chaos sur les terres. Fin de l'introduction. Il se retrouve face à un village en proie aux flammes aux lois. L'intrigue se débloque. Cela sonne la fin de la séance. La séance suivante, suite à un désaccord, le groupe se scinde. S'ensuit une bataille sanglante, 2 des 5 personnages y perdent la vie, 2 des 3 personnages restants partant alors à la poursuite du dernier. On arrête la campagne ici. Je n'avais même pas parlé durant cette séance, à part pour répondre à des questions sur le système durant le combat. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi d'un coup pourquoi d'un coup c'est parti en couille comme ça? En plus, je t'imagine vraiment, tu sais, rester silencieux et voir, tu sais, comme le même dans This is Fine au milieu des flammes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi d'un coup les joueurs ont pété un câble comme ça? Là, du coup, tu nous as pas dit assez, là, le truc qu'on aimerait savoir plus. Alors ça, c'est un truc qui est toujours un peu délicat à gérer, en fait. Quand les joueurs se décident soudainement à faire du PVP, c'est quelque chose, des fois, qui peut être parfaitement logique. Et donc, en tant que MJ, tu peux pas trop interférer au milieu. Mais c'est vrai que, bon, ça peut toujours être un peu problématique, parce que, bon, déjà, du point de vue de l'histoire, faut que tout le monde progresse un petit peu en même temps. Donc, du coup, cela induit une certaine cohésion de groupe. Et c'est vrai que si cette cohésion de groupe est mise à mal, en fait, les joueurs vont plus passer de temps à se taper dessus qu'à vraiment avancer dans l'histoire. Bon, moi, un truc que je fais aussi en général avec ça, c'est que j'essaie de m'arranger déjà pour que le groupe se connaisse de base ou ait des liens forts dès le départ. Et après aussi, je pense que c'est propre un peu aux joueurs d'avoir cet accord tacite. Mais ça, je remarque que cette idée d'accord tacite, il est plus probant chez des joueurs qui sont aussi MJ ou qui ont déjà été MJ et du coup qui connaissent un petit peu, tu vois, les ressorts et qui se disent là, si je fais ça, ça va le faire chier. Donc, je vais essayer moi-même de trouver une justification de mon côté pour que mon personnage, tu vois, ils font tout le cheminement dans leur tête, tandis que des fois, tout simplement, un joueur qui a jamais été MJ, qui donc il peut pas savoir des fois que certaines actions ou certains trucs, ça peut faire profondément chier le MJ en face, ils les font comme ça à la volée et puis ils réfléchissent même pas et le MJ en face se retrouve complètement catastrophé parce que il sait pas quoi faire. Donc c'est vrai que je pense que c'est quelque chose un peu à avoir avec les joueurs et que disons que pour éviter que ça parte en couille, parce que le souci après c'est qu'il peut y avoir des frustrations là-dessus, tu vois. Enfin, j'ai déjà vu un peu des groupes qui étaient pas trop, tu vois, genre qui prenaient mal un peu que certains, tu vois, tel joueur a fait ça, etc. Et après ça fout une mauvaise ambiance, hein, bref, c'est le bordel. Mais bon, après l'essentiel, hein, si tout le monde a fait ça de manière
enfin, ça s'est fini de manière bon enfant, et après vous avez enchaîné sur quelque chose de bien. C'est pas mal, mais c'est vrai que c'est un peu dommage pour ta campagne, que je pense que t'avais plutôt bien préparé, et qui s'est fini de manière prématurée. Quoi qu'il en soit, prochaine anecdote, et c'est parti. Alors, une anecdote ensuite de Murat, qui nous dit: première session d'un jeu de rôle fait maison. Je suis le MJ, je dois faire en sorte que chacun de mes joueurs obtienne une lettre de manière plus ou moins légale. L'un des joueurs tente de voler la lettre, je lui demande de jeter un des 20 pour la discrétion, elle roule un 1. Le PNJ qui transportait la lettre l'a engueulé, et je lui ai fait usage de trésor d'imagination afin que ce perso obtienne cette foutue lettre joie. Note, c'était le premier jet de dés lancé pour toute la campagne. Ah oui, ça, c'est problématique. Alors, comme l'a dit un jour mon ami Greg dans un podcast qu'on avait fait sur les dés, ça remonte à un paquet de temps sur la chaîne, il avait dit un truc très vrai, je trouve, c'était que ne faites pas un jet de dés si vous n'êtes pas prêt à encaisser, ou vous-même, le MJ, encaisser narrativement, j'entends, que ça rate complètement ou que ça réussisse avec éclat. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que si vous n'êtes pas prêt à accueillir l'aléatoire des dés, dans ce cas-là, ne demandez pas de jet de dés. Et c'est vrai que moi, j'essaye un petit peu d'avoir cette mécanique-là, que des fois, quand j'ai quand même envie que ça passe, j'essaie de trouver une justification par le fait que le joueur, on va dire, est quand même assez doué, enfin, du moins le personnage est assez doué dans ce qu'il est censé faire. Donc, on va dire que je lui accorde un bonus là-dessus, ou tout simplement, je lui demande un peu de roleplay. On va dire, d'accord, mais tu vas voler la lettre. Et comment? C'est-à-dire, tu vas t'approcher, comment tu vas faire une diversion, tu vas lui taper sur l'épaule, tu vois, genre, un truc, je lui force un peu à me décrire un petit peu plus l'histoire, tout ça, pour pouvoir skipper le jet de dés, tu vois, et le remplacer par un roleplay bien mené, pour que la personne, tu vois, pour éviter ce truc un petit peu gênant, où, il va complètement se louper, pourtant sur un élément clé de l'intrigue, tu vois. Alors que traditionnellement, pour la même action, mais où il doit voler, je sais pas, une bourse, où c'est pas du tout un élément clé de l'intrigue, je lui demanderais un jet en particulier, tu vois. Mais des fois, n'hésitez pas tout simplement à, tu vois, un petit peu voiler un peu les jets de dés en demandant un peu plus de roleplay aux joueurs. Ça peut que être bénéfique, parce que du coup, les joueurs, ça va les pousser à un petit peu plus interpréter leur personnage et un petit peu plus décrire ce qu'ils font, pas simplement être une machine comme ça qui lance des dés. Et d'un autre côté, comme je vous l'ai dit, ça permettra un peu de camoufler, ou du moins d'éviter les erreurs ou les gros échecs critiques à des moments où vous les voulez, vous, en tant que MJ, pas du tout. Bon, et encore une fois, je sais que ça va être la série d'anecdotes où je vais tacler les systèmes comme ça. Vous voyez, c'est un système avec un D20. C'est-à-dire, le truc, c'est encore tout ou rien, vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu dommage, voilà, c'est ce truc, mais encore une fois, c'est pas ta faute là-dessus, c'est le système qui veut ça. Par exemple, moi, avec le système des 10 qu'a inventé Greg, que j'utilise, et un jour on sortira, promis, le système des 10, vous voyez, on jette plusieurs des 10. Et après, on compte les réussites dessus. Il peut y avoir un échec critique sur un jet en particulier qui va enlever une réussite, mais vous voyez, le fait de jeter plusieurs dés, ça dilue un peu les échecs et ça lisse un peu les résultats. Ça n'empêche pas qu'il y ait des moments extrêmes où il y a un échec, on va dire, ou des moments de grande réussite, mais ça lisse un peu le tout, et du coup, vous voyez, il y a moins des moments de what the fuck comme ça, qui sont des fois pas trop raccords avec le roleplay. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous jouez, je sais pas, un paladin qui est pourtant émérite à la maîtrise de l'épée, c'est plus très logique à un moment donné de faire des 1 ou des échecs critiques et de se planter le pied comme ça. Je veux dire, on n'a jamais vu un bretteur, un fin bretteur, soudainement se planter le mollet par erreur. C'est pas possible, vous voyez ce que je veux dire? Arriver à un certain niveau de maîtrise, ça devient illogique qu'un personnage, tout simplement, se fasse des grossières erreurs comme ça. Il peut en faire des mini, mais c'est juste que ça n'a plus autant de logique. Et c'est un peu ce que je trouve dommage dans cette mécanique qu'inclut Donjons et Dragons, ou du moins des jeux un peu comme ça que je dis. Alors je sais qu'il y a peut-être des moyens de mitiger, hein, les professionnels de Donjons et Dragons trouveront à redire. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est des fois c'est un peu dommage, et qu'après du coup ça endommage, ou du moins ça ternit un peu le roleplay qu'il pourrait avoir à côté. Bon, j'arrête de tailler, on va dire, les systèmes de jeu, mais en tout cas, merci pour toute anecdote, ça fait très plaisir en tout cas. Passons donc de ce fait à les prochaines anecdotes, avec plein de Z et de liaisons bizarres. Et enfin, je pense que ce sera la dernière anecdote, une anecdote de THX 1138, roublard mouvement admis dans un groupe d'aventuriers. Le joueur dont il est question a fait quelques blagues qui, si elles ont fait rire les joueurs à table, n'ont pas été du goût de leur personnage. Très belle dissociation, j'aime bien ça. C'est des bons joueurs, garde-les. L'un d'eux a monté une vengeance bien sentie, il s'agitait du mage du groupe. Celui-ci a concocté une illusion sous forme d'un illitide, je ne connais pas, et dites-moi qu'est-ce que c'est, apparu en pleine nuit dans le placard de la chambre du roublard. C'est pas mal ça. Lorsque celui-ci a ouvert la porte, il a raté son jet de résistance aux illusions et totalement cru qu'un illitide était face à lui, prêt à écraser son esprit. Le joueur a poussé un hurlement un peu trop enthousiaste
enthousiaste pour jouer la terreur soudaine de son personnage. Mon chat, surpris par le cri, il faut le préciser, a bondi, filé entre les jambes de tous les joueurs attablés et planté ses griffes dans la jambe du dernier joueur près duquel il passait avant de s'enfuir hors de la pièce. Le pauvre chat. Oh non, comme bibou, bibou. Dommage collatéral, je vous rassure, le chat s'est remis et depuis mes joueurs font attention au volume de leur voix. C'est marrant ça. Donc vous mettez et vous avez mis tous des mèmes de chat juste en dessous dans le Discord. Ça soulève un truc qui est assez intéressant. Vous savez, c'est toujours le truc de jusqu'où on va dans l'interprétation du personnage. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'interprétation de personnages dans les jeux de rôle, mais c'est pas autant que dans un film. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on peut pas se permettre non plus de crier, de hurler de rage, de hurler de terreur, des trucs comme ça. Vous voyez, moi je dis toujours qu'il y a on emprunte un peu au film, mais c'est pas de l'acting comme dans des films où on peut se permettre comme ça de monter dans les décibels, d'être exubérant, parce que tout simplement, il y a les voisins, il y a les gens, tout ça, puis vous savez, c'est un peu, ça vous pas autour de la table, on va pas non plus commencer à tous hurler de partout, sinon après il y a les chats, ils viennent nous griffer comme ça. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est toujours un petit peu une certaine, on va dire, une balance, un équilibre à trouver entre le fait d'interpréter quand même pour rendre crédible et à dire cohérent son personnage, mais qu'en même temps, sans pour autant de faire de l'acting, de pousser trop loin et tout, parce qu'on n'est pas trop là pour ça non plus. Et vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu le truc, c'est un peu compliqué, parce que aussi c'est toujours pareil, si quelqu'un fait de l'acting de manière trop prolongée, j'ai un peu peur que des fois, vous voyez, c'est un peu le joueur prenne de la place malgré lui, vous voyez, c'est-à-dire le truc, c'est-à-dire il parle fort, il fait des grands gestes, il se lance dans une tirade endiablée pendant longtemps. C'est que des fois il y a un risque comme ça de prendre un peu trop la balle pour soi, ou vous savez, d'occuper un petit peu trop de manière exubérante la place. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette balance un peu dure à trouver. Voilà, donc c'est jamais facile, hein. Et puis surtout, bon après, quand vous criez, la prochaine fois vous faites, vous savez, comme on fait en France quand on raconte une histoire et qu'il y a quelqu'un qui crie, vous savez, on parle comme ça. Oui, et là je lui crie dessus comme ça, il me dit ça. Voyez, bon, ça c'est la technique. Voilà, ne criez plus, faites comme on fait nous en France. Inspirez-vous de quand vous racontez des histoires et ce sera bien. Mais en tout cas, ouais, j'aime bien ton histoire avec le chat et on espère que il appréciera encore tout autant jouer une partie de jeu de rôle en votre compagnie, ou du moins rester loin de vous. Bon, ben voilà, on a fait 6 anecdotes, je crois. C'est pas mal, hein, parce que bon, encore une fois, j'ai envie que les vidéos quand même ne durent pas trop longtemps. En tout cas, ça fait toujours plaisir de lire vos anecdotes parce que vous avez des fois, en fait, au travers de vos expériences, il y a des éléments, on va dire, que l'on peut, vos expériences, vos anecdotes mettent en exergue parfois des éléments, des petits conseils, des petits trucs, etc. Et puis c'est toujours sympa aussi de voir des expériences rigolotes chez d'autres, ou même insolites, hein, parce que c'est ça qui est cool avec le jeu de rôle, c'est que mine de rien, quand même, on a beau rester dans le salon, il s'en passe des trucs et il peut se passer des trucs très drôles. Mais voilà, c'est toujours sympa parce que voilà, ça fait un peu, on partage ces petits moments rigolos et ça fait toujours très plaisir de les lire. Et donc bravo à vous en tout cas pour vraiment nous faire rêver à chaque fois. Donc n'hésitez pas, les anecdotes, du coup c'est dans le Discord. À la base j'avais mis des thèmes un peu, etc. Mais là bon, vous pouvez y aller, mettez vos anecdotes un peu en vrac et j'en piocherai de temps en temps comme ça. Je ne vous garantis pas forcément que ce sera la vôtre, mais j'en piocherai un petit peu comme ça pour faire des petites vidéos pour le plaisir de tous. Quoi qu'il en soit, continuez à nous régaler sur le Discord. Je sais pas combien on est déjà, mais je crois qu'on est un sacré paquet. Bref, du coup, je vous laisse à vos occupations diverses. Continuez à faire des parties endiablées et à nous raconter les meilleurs moments dans la section anecdotes ou en commentaire de cette vidéo. Je vous fais tous de très gros bisous, passez une très bonne semaine et surtout de très très bonnes fêtes parce que oui, ça se rapproche à grands pas. Un très gros bisou à vous encore une fois. C'était le chirurgien. Oh là, il a du mal, hein, dis donc. Fatigué aujourd'hui, hein. C'était le scénarurgien. Voilà, bravo, on y arrive. Ciao, bonsoir, les studios.